Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, bonsoir. Soyez bienvenus aujourd'hui d'Astarté. Comme vous savez, Astarté, Association transméditerranéenne Femmes et Cancer du Sein, et l'Université pour la Méditerranée organise tous les premiers jeudis de chaque mois organise une conférence sur des thèmes variés. Ce soir, on est le 5 août 2021. Le thème est éthique et cancer, présenté par des collègues libanais spécialistes. La première présentation sera donnée par monsieur le professeur Michel Daher, mythe et variations culturelles face au cancer en Méditerranée. Le professeur Michel Daher, vous le connaissez tous, est professeur de chirurgie à l'hôpital Saint-Georges à Beyrouth et à l'université Balamande au Liban. Il est responsable de l'enseignement médical à l'université Balamande. Il est secrétaire général du comité consultatif national d'éthique au Liban. Monsieur Daher est également au comité de soins palliatifs au Liban. Monsieur Daher est président fondateur du GREM, groupe de réflexion sur l'éthique en Méditerranée, et vice-président d'Astarté. À vous, monsieur le professeur Michel Daher, 20 minutes. Du 4 août, la catastrophe qui est arrivée à ce moment-là, comme vous avez vu, c'est le type qui a pris cette photo est malheureusement décédé, mais on a retrouvé le film sur son cellulaire. Alors, si on voit un peu un an après, on en parle encore parce que Beyrouth a commémoré hier, on a eu plus que 220 morts dans cet accident, plus que 6 000 blessés, 300 000 personnes qui ont perdu leur foyer et 60 000 unités d'habitation. Et j'en passe, je ne parle pas des institutions et des commerces et tout ça. Donc, c'était une catastrophe. Je vous demande à ce sujet une petite pensée pieuse et bien sûr une réflexion sur ce drame. Et j'espère que personne ne fera cette expérience dans le monde. Je vous signale cet article mythes et variations culturelles autour du cancer dans les pays du bassin méditerranéen, que j'ai eu le plaisir d'être un co-auteur avec Véronique Boutet et Anas Chebib, et qui est apparu en 2019 dans Psycho-oncologie. C'est un article où il y a pas mal de ce que je vais rapporter dans ma présentation, que vous trouvez là, et bien plus que ce que je vais vous rapporter. Pourquoi je choisis de parler de ce thème des variations culturelles dans le bassin méditerranéen? Parce que je suis libanais et que le Liban, qui est sur la côte est du bassin méditerranéen, il a connu toutes les cultures, toutes les civilisations, et plus que ça, il est à l'intersection de 3 continents: l'Europe au nord, l'Asie à l'est et l'Afrique, Nord-Afrique au sud. Vous voyez que tout ce monde, ce brassage de populations et de cultures sont passés par là, et bien sûr, peut-être ils ont laissé des variations culturelles en ce qui concerne le cancer. Parler du cancer, on ne peut pas parler du cancer sans voir où on va.
c'est une maladie de santé publique internationale en voie d'augmentation continue. Vous voyez qu'en 2012, il y avait 14 millions de cancers. En 2018, on a eu 18 millions et on est en train de s'attendre à ce qu'en 2030, on va avoir 24 millions et en 2040, à peu près 30 millions avec une mortalité qui est doublée par rapport à ce qui a été il y a quelques années. Donc, c'est une maladie en augmentation et les cancers les plus connus dans nos régions, vous les voyez ici au Liban, c'est toujours le sein, le poumon, prostate et vessie, et ça se retrouve presque la même chose en Égypte. On a entendu avec nos collègues d'Égypte il y a quelque temps, ils ont parlé du cancer chez eux. Et bien sûr, en Syrie, c'est la même chose. La seule différence en Tunisie, c'est le poumon en premier parce que c'est des grands fumeurs et ça, je pense que c'est une calamité. Et donc, sein, poumon, colorectum, stomac, Hodgkin, ce sont les 5 plus fréquents cancers dans le bassin méditerranéen, du moins dans la région du MENA, Nord-Afrique et Middle East. Et qu'est-ce qui est le message, le mauvais message dans ce que je viens de dire, c'est que les 2/3 des mortalités sont prévus, d'après le Globocan, dans les pays en voie de développement, comme c'est le cas chez nous, dans les régions du MENA. Nous sommes des pays en voie de développement. Donc, c'est là où le cancer est le plus en augmentation et c'est là où on meurt le plus de cancer. Pourquoi? Parce qu'il y a les maladies infectieuses, le tabagisme en augmentation, le manque d'activité physique, la sédentarité et l'augmentation de l'âge de la population, c'est-à-dire l'espérance de vie. Si on voit que les 3 premiers sont préventables, qu'on peut les prévenir, sauf la 4e, on ne peut pas la prévenir. Ici, on peut dire qu'il y a un message, un bon message, si les gens appliquent ce qu'on connaît sur la prévention, sur le diagnostic précoce, sur l'éducation, sur les moyens de dépistage précoce, le cancer deviendra une des maladies non communicables, le plus préventif et le plus contrôlable. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas puisqu'on prévoit que ça augmente. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Si on se pose les questions, il y a des raisons économiques, manque de ressources, manque d'infrastructures, et c'est une question d'organisation parce que dans nos pays, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de registre du cancer ou qui n'ont pas un plan national de lutte contre le cancer. Et en plus de ça, il y a cette calamité de problèmes culturels où l'ignorance et la perception négative du cancer vont venir encore ajouter à la manque de contrôle du cancer dans nos régions. Alors, quels sont ces problèmes culturels? Quels sont ces mythes? Quels sont ces stigmas qu'on retrouve avec le cancer? Premièrement, cancer égale mort. Quand on dit à quelqu'un qu'il a le cancer, il considère que c'est fini, il va mourir, il n'y a rien à faire. Il y a la peur, bien sûr, de mourir dans les douleurs, dans la souffrance. Il y a la peur de devenir dépendant et de perdre tout contrôle personnel. Et d'où vient l'isolation de ces personnes qui mènent une vie d'isolation parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, si on écoute les gens parler de leur cancer ou parler du cancer, voilà ce qu'on entend. J'ai rapporté quelques phrases qu'on entend souvent. C'est une maladie fatale. On en meurt rarement, on peut échapper à la mort par le cancer. Même le traitement
il y a beaucoup de stigmas pour le traitement. On considère que le traitement est aussi difficile que la maladie et qu'il soit donné par chimiothérapie ou par radiothérapie, les deux ont une connotation de souffrance, de douleur et à la fin, il n'y a pas de guérison. Donc, les gens parfois refusent le traitement. Et il y a aussi ce problème de culture qui se rapporte à certaines parties de l'organisme. Et là, je parle surtout des femmes dans nos régions qui viennent souvent avec des cancers du sein avancés. Ça, c'est un exemple, malheureusement, et ou bien des maladies du col utérin avancées et tout ça, parce que ces régions-là, ces organes génitaux, on n'en parle pas. Il y a un stigma tout à fait autour de ces régions-là et on se cache et on ne se dévoile que quand c'est déjà trop tard et la maladie est avancée. Alors, un autre problème de stigmatisation, c'est la famille. La famille, elle ne veut pas que le malade connaisse sa maladie. Elle prie le médecin de ne pas dévoiler la maladie et de ne pas parler avec le malade. Et il y a ce déni qui se développe et qui s'établit chez le malade cancéreux et l'isolation qui va accompagner tout ça. Il abandonne son travail, il ne travaille plus. Et même quand, après, il a été traité et que c'est une personne pratiquement guérie ou bien qui a dépassé la maladie aiguë, il ne revient pas à son travail et reste en isolation. Et dans certaines familles, même les enfants sont gardés à l'écart de ce malade. On considère que presque que c'est une maladie qui se communique à d'autres et le malade est mis encore davantage dans son isolation. Alors, il y a un problème financier qui se fait aussi parce que dans beaucoup de pays dont je parle, il n'y a pas de soutien, de support médical à 100%. Alors, c'est une catastrophe financière dans les familles où il y a un patient cancéreux. On déverse tout son argent et toutes ses possibilités financières à traiter ce patient. L'autre problème, c'est que les patients ne veulent plus revenir à leur travail, soit parce qu'ils sont regardés par leurs collègues comme quoi ils sont malades ou il leur est impossible de mener leur travail, ou bien par leur propre décision, ils ne reviennent plus au travail. Donc ça augmente aussi le problème financier. Alors, vous me demandez d'où viennent ces mythes, d'où viennent ces stigmas, d'où viennent ces idées préconçues sur le cancer. Alors, on a fouillé un peu dans l'histoire et on est remonté jusqu'à 4000 ans de maintenant, à peu près, pour retrouver chez les Égyptiens, du temps des pharaons, il y avait des médecins qui rapportaient leur expérience sur certaines maladies. Et spécialement, un grand auteur, c'est Imhotep. Imhotep était un grand médecin du temps des pharaons et qui a écrit quelque chose sur le cancer. Alors, la première chose qu'il a écrit, c'est que le cancer est quelque chose de punition. C'est une punition par le dieu Xénus ou un autre dieu qui punit le patient et lui inculque un cancer. Et en plus que ça, il demande à ce qu'on ne doit pas traiter un cancer. Parce que si on essaie de le traiter, c'est d'autant fatal que le patient va mourir plus rapidement et en grande souffrance. Et voilà ça, un papyrus où il y a il décrit d'une façon incroyable les signes cliniques d'un cancer du sein, comme si c'est aujourd'hui, comme on apprend à nos étudiants. Et alors, il conclut par il ne faut pas toucher à un cancer parce que si on touche au cancer, on va
entraîner une mort rapide et avec beaucoup de souffrance. Est-ce que ces idées-là, elles ont été menées tout le long de ça? Est venu Hippocrate aussi, le père de la médecine, qui a donné les principes éthiques de la médecine, il est venu ajouter aussi du sien et il a dit que les cancers internes, il ne faut pas essayer de les traiter parce que dès qu'on les traite, ils vont fulminer et ils vont quitter le patient. Alors, tout ça, je pense que ça a participé en une certaine façon à ce que les gens considèrent le cancer comme une fatalité et qu'il ne faut pas essayer de traiter. Et c'est venu aussi, nous, on l'appelle chez nous, dans les pays, Hekel Marad. Hekel Marad, on ne le nomme pas. Les malades ne le nomment pas, et même les médecins, parfois, Hekel Marad, on ne le nomme pas, on ne dit pas cancer. Et d'ailleurs, j'ai relevé comme ça deux curiosités. Par exemple, en Égypte, le National Cancer Institute, elle est traduite en arabe المعهد القومي للأورام لأنه لما يحطوا كلمة سرطان لأنه يعني بتقدر تأثر وتخوف وكذا. D'ailleurs, ceci est retrouvé aussi en Saoudi Arabie et dans pas mal de pays arabes où on met toujours, au lieu de mettre cancer, on met awram ou tumeur ou, pour ne pas citer le nom de cancer. C'est peut-être un peu psychologique devant les gens. Il y a un problème de communication, les dilemmes de la communication. Est-ce qu'il faut donner la vérité et toute la vérité aux malades? Comment on va procéder quand il y a la famille qui intervient entre le patient et le médecin et qui lui dit il ne faut pas lui dire, ne lui dites pas parce que ça va le tuer plus rapidement? Comment on va éduquer nos médecins pour qu'ils sachent délivrer des mauvaises nouvelles? C'est un travail assez dur et qu'il faut travailler dessus parce que souvent le médecin ne sait pas comment délivrer une mauvaise information. Alors, il y a aussi le problème de la médecine alternative dans nos régions. Ceux qui travaillent, qui soignent les cancers, ils sont toujours confrontés aux malades qui viennent leur dire, écoutez, docteur, on m'a dit qu'il y a un pseudo-médecin qui préconise un traitement à base d'herbes, à base de je ne sais pas quoi, et on m'a conseillé de le suivre et de ne pas faire la chimiothérapie que vous me proposez. C'est un problème. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Surtout quand le malade vient à un stade avancé et que vous savez que vous n'allez pas guérir ce malade avec vos traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Est-ce que vous avez le droit de lui refuser ceci? Quand on a la main courte pour traiter ces patients, il faut être un peu compréhensible avec ces patients qui veulent se faire soigner par un autre moyen autre que le côté scientifique. Et on arrive à la spiritualité. Bien sûr, je ne vais pas en parler, mais à citer que nous sommes dans des régions de grandes croyances. Les gens croient dans le Moyen-Orient, en Nord-Afrique, chacun à sa façon. Et il paraît que jusqu'à maintenant, toutes les études ont montré que le cancer, chez les gens qui sont croyants, ils le supportent mieux, ils ont moins de douleur, moins de souffrance. Maintenant, je pense que Père Schlela va nous parler un peu de ça, pourquoi et comment ce phénomène se fait, mais il y a des études qui ont montré cela, on ne sait pas comment, mais c'est évident. Alors, la famille, chez nous, elle reçoit le cancer d'une façon différente que ce qui est en Occident. En Occident, c'est le patient qui décide parce que il a lui l'indépendance, l'advance directive et il a ce qu'il y a la decision making. Elle est aux mains du patient. Ici au Liban, c'est souvent la famille qui est autour du malade
qui décident pour lui et c'est eux qui sont responsables de son soin. Alors, souvent, ces patients sont suivis par un membre de la famille qui reste avec eux, qui souffre avec eux, qui les accompagne jusqu'à la fin. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une famille autour de soi. Alors, Michel, oui, 3 minutes. 3 minutes. Je termine dans 3 minutes. Alors, donc, il y a aussi le problème de fin de vie. Les croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, ils considèrent que la vie et la mort est un passage dans l'au-delà pour aller au ciel et tout ça. Donc, on accepte plus facilement ce problème-là. Et pour dire, alors, vous me dites, alors, qu'est-ce que vous avez contre les stigmas et contre les mythes? Ben, on en a beaucoup parce que le seul fait qu'il y ait ces stigmas et ces mythes, le patient n'accepte plus à se faire screener, il y a de faire un screening, une détection précoce. Il ne veut plus lutter contre le cancer quand le cancer se dévoile. Et donc, on est en train de rétrocéder et de régresser devant le cancer, que ce soit par diagnostic précoce, que ce soit pour la guérison et que ce soit aussi pour le traitement. Donc, c'est pour cela que l'UICC, l'Union internationale contre le cancer, actuellement l'Union International for Cancer Control, ils ont émis une déclaration en 2008 et dans cette déclaration, il y a 11 objectifs à obtenir en 2020. Alors, ils disent que le 5e but, c'est dispel damaging myth and misconception. Il faut changer les mythes et les misconceptions contre le cancer à tout prix dans nos sociétés parce qu'ils entravent la lutte contre le cancer. Et cette Target 5, elle a été retransmise qu'il faut qu'il y ait des attitudes publiques qui doivent changer. Il faut lutter contre les mythes et les misconceptions. Et à ce moment-là, on établit une bonne lutte contre le cancer. Et comme conclusion, donc, comment il faut procéder dans nos régions? D'abord, il faut nommer le cancer par son nom. Il faut le nommer. Ce n'est pas Al-Marad, voilà, Marad. Il faut dire le cancer, c'est un cancer, comme on nomme les autres maladies. Il faut une éducation publique et faire des campagnes d'éducation à très large échelle. Il faut qu'il y ait un média bien éduqué et instruit pour mener ces campagnes et qu'on change les comportements des gens vis-à-vis du cancer. Il faut que le patient, une fois qu'il a été atteint de cancer, le renforcer, lui donner du courage, lui donner tous les moyens pour qu'il puisse survivre au cancer et lutter contre ce cancer. Et c'est peut-être les seuls moyens actuellement d'améliorer la lutte contre le cancer. Je vous remercie. Merci, Anas. Je pense que j'ai pas dépassé mon temps. Très bien, très bien. Merci infiniment, cher ami Michel, pour la clarté de ton exposé. Je vous propose qu'on laisse la discussion jusqu'à la fin. Alors, Okay. donc l'ordre du jour appelle maintenant à la présentation suivante, soins palliatifs et éthiques, par le docteur Salam Jaloul. Salam Jaloul est médecin gériatre, il est clinicien associé à l'Université américaine de Beyrouth, membre du comité de soins palliatifs au Liban, surtout directeur médical de l'hospice Sanad. Sanad, c'est-à-dire soutien, oui. au Liban. Voilà. C'est à vous. Merci. Je pense qu'il faut que Michel ferme la présentation pour que je puisse… Voilà. Oui, départager. Voilà. Voilà, share screen. Voilà. C'est bon? Très bien. D'accord.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, docteur Michel. Merci à tout le monde donc, de me faire connaître Astarté qui semble être établi depuis longtemps et merci de m'accueillir aujourd'hui. On va parler donc d'éthique et de soins palliatifs. Ah, pourquoi ça ne marche pas? J'essaye d'avancer. Ah, c'est bon. Donc, les objectifs de ma présentation, ça va être de comprendre les concepts de soins palliatifs et éthiques. Je vais donner les définitions des concepts et des principes d'éthique et je vais parler des dilemmes que font face les spécialistes des soins palliatifs, les patients et les aidants. Donc, on va commencer par, je vais donner des définitions. Je ne sais pas si c'est pas toujours très drôle, mais bon, pour mieux comprendre certaines choses, j'ai préféré commencer par ça. Puis après, on va parler de tout ce qui est éthique, thématique, soins palliatifs et éthique, du côté culturel, des considérations culturelles et spirituelles, et tout ce qui est aussi commun dans les soins palliatifs, les dilemmes communs. Et là, on va parler de plusieurs choses. Donc, la définition des soins palliatifs, je vais la lire en français pour ceux qui sont pas habitués à l'anglais. Donc, les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients, adultes et enfants. Avant, on précisait pas, donc ça c'est récent, c'est la dernière définition du WHO. Et de leur famille. Là aussi, on voit donc l'importance, comme vous disiez, docteur Michel, de la famille qui fait partie donc intégrante des soins. Confrontés aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles, ils préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l'évaluation correcte et le traitement de la douleur et les autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel. Là aussi, donc, on voit l'importance de tout ce qui est spirituel et physique, mais aussi tout ce qui est social. Donc, en fait, un peu les 4 piliers des soins palliatifs qui nous font avancer. La prise en charge de la souffrance implique de s'occuper de questions dépassant les symptômes physiques. Les soins palliatifs font appel au travail d'équipe, donc ça c'est très important, pour soutenir les patients et les proches qui s'occupent d'eux. Pour cela, il faut prendre en compte les besoins et donner conseil pour le deuil. Là aussi, la notion de deuil apparaît alors qu'elle n'apparaissait pas avant dans les premières définitions. Ils offrent un système d'appui pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu'au décès. Là aussi, la notion d'autonomie est très importante dans les soins palliatifs. C'est vraiment respecter et promouvoir l'autonomie du patient. Donc, les soins palliatifs sont explicitement reconnus au titre du droit de l'homme. Là aussi, on parle de droit de l'homme. C'est un droit à tout le monde à la santé. Ils doivent être dispensés dans le cadre de services de santé intégrés et centrés sur la personne, accordant une attention spéciale aux besoins et préférences des individus. Donc, vraiment, une définition qui parle de tout en détail. Et je crois que là, donc, on peut à travers ça comprendre un peu mieux de quoi on va parler. J'ai voulu un petit peu faire passer un graphe qui va nous expliquer un petit peu aussi les choses. Donc, comme vous disiez, pareil, docteur Michel, la prévention, donc la médecine préventive au début. Après, donc, les maladies arrivent et là, on est dans le cadre du curatif et de la prolongation de la vie, entre guillemets, dans tout ce qui est technique nouvelle, etc. Et les soins palliatifs, en fait, arrivent au courant. Au début, ça commence petit à petit. On traite les symptômes, on essaye de traiter tout ce qui est physique, social, tout ce qui est aussi psychologique.
On essaye de aussi tourner des pages, de parler de fin de vie, de préparer la fin de vie, de préparer la mort. Et quelque chose, bien sûr, de nouveau qui est apparu ces dernières années, c'est aussi accompagner les familles dans le deuil. Voilà. Quant à l'éthique, en fait, la définition d'éthique, c'est la question en éthique médicale implique souvent la vie ou la mort. Donc là aussi, on parle de vie et de mort. De graves problèmes de santé sont soulevés concernant le droit du patient, le consentement éclairé qui est quelque chose de très important. Mais comment faire un consentement éclairé si le patient n'est pas au courant ou si la famille refuse de partager avec le patient la vérité? Donc ça, c'est vraiment difficile. Le consentement éclairé, la confidentialité, les compétences. Là, ce que vous disiez aussi, docteur Michel, c'est d'avoir des compétences pour pouvoir les transmettre aux autres et à d'autres équipes, les directives anticipées, la négligence et beaucoup d'autres. L'éthique traite de bons choix de conduite en tenant compte de toutes les circonstances. Il traite de la distinction entre ce qui est bien et ce qui est considéré comme bien ou mal. À un moment donné, là aussi c'est important parce que ce qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être plus demain. Donc à tout moment, on a vraiment des décisions qui peuvent changer par rapport à l'évolution de la maladie. Et dans une culture donnée, là aussi, la culture, elle est très importante, comme on va le voir un peu plus tard. L'éthique médicale concerne les obligations des médecins et de l'hôpital envers le patient, aussi que les autres professionnels de la santé et la société. Juste pour vous donner une idée, on a parlé de droit, mais les chiffres montrent que seulement à peu près 14% des gens qui ont besoin de soins palliatifs peuvent les recevoir. Donc, on est encore vraiment très loin de ce droit qui est universel. Donc, on va parler de 4 principes d'éthique qui sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Et on additionne à ces 4 principes 2 autres principes qui sont plus reliés aux soins palliatifs, qui sont la dignité et la véracité et l'honnêteté quand on traite un malade. Donc tout ça, ça constitue ce qu'on appelle les 6 valeurs de l'éthique médicale. Bien sûr, il y en a beaucoup plus si on rentre dans les détails, mais c'est les principaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'autonomie? L'autonomie, en fait, c'est le premier pas et d'évaluer la capacité de la personne à prendre des décisions, donc decision maker, et ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas parler à la personne, on ne peut pas lui dire vous avez ça ou ça ou ça, si on n'a pas fait la démarche de voir si la personne, elle est capable de discernement, elle sait de quoi on parle. Donc, pour ça, il y a des échelles, bien sûr, il y a beaucoup de tests qu'on peut faire, mais bon, connaître son malade, c'est déjà très important. Je crois que c'est l'avantage des médecins traitants, par exemple, qui connaissent bien leurs malades et qui sont plus capables de voir un petit peu cette partie-là. Et pour ça, donc, en fait, on peut parler aussi que le patient qui a donc des capacités qui est capable, en fait, qui est considéré comme capable, une fois qu'on lui a donné tous les détails, on peut tout à fait, il est tout à fait libre de choisir ou de refuser un traitement qu'on lui offre. La bienfaisance, en fait, c'est essayer de agir dans la meilleure, dans l'intérêt du patient, en fait. C'est aussi éviter de faire des dommages ou des préjudices. C'est en fait aussi, si possible, supprimer des dommages qui ont été produits. Et c'est surtout aussi ce qu'on dit to do good, c'est-à-dire faire bien. Alors, faire bien, c'est quoi faire bien? C'est en fait, c'est ne pas faire mal. Voilà, donc, et c'est surtout aussi
À chaque fois qu'on veut faire quelque chose ou qu'on pense à quelque chose dans le sens médical, il faut toujours peser le pour et le contre de façon à faire le bon choix et de se dire dans telle ou telle circonstance ou dans tel ou tel cas, ce qu'on peut faire ici, en général, c'est pour le bien du malade. Et quand il s'agit du mal, là, il faut discuter les choses plus en profondeur. La justice, bien sûr, donc là aussi, il faut essayer donc de donner un traitement adapté aux patients, un traitement équitable, mais aussi il faut avoir de l'équité dans le système de santé, ce qui n'est pas le cas malheureusement partout. Même dans un pays, ce n'est pas toujours le cas. D'une région à l'autre aussi, on voit ça au Liban. Ce qu'on a à Beyrouth, malheureusement, on ne l'a pas forcément dans les régions un peu plus éloignées. Et c'est aussi donner le bon traitement aux patients. La dignité, c'est un peu plus compliqué en fait parce que c'est un fondamental qui est, je pense que pour chaque thème, on peut prendre une journée pour parler de ça, mais là, j'essaye de faire court. Donc, en fait, c'est un concept important et fondamental des soins palliatifs. Le patient, donc, il a le droit à la dignité, mais pas seulement le patient, mais celui aussi qui traite le patient. Les équipes qui traitent le patient ont le droit également à la dignité. En fait, il faut respecter et il faut préserver la dignité de chacun tout au long de son parcours de maladie ou de ce qui va lui arriver au courant de l'évolution de sa maladie. Pour certaines personnes, la dignité, ça peut être la continence. Être incontinent, pour eux, c'est très difficile. D'autres personnes, ça peut être les capacités mentales. Il y a des gens qui voient la dignité plus dans la façon dont ils sont traités, que ce soit dans le traitement médical ou ils sont traités dans le sens de comment on les traite, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, pour comprendre, il faut écouter le patient. Il faut lui demander, lui, qu'est-ce qui est important pour lui, comment il voit sa dignité. Ça peut être de rester à la maison dans son lit et ne pas mourir à l'hôpital, par exemple. Donc, voilà. La véracité, en fait, et l'honnêteté. Donc là c'est très compliqué parce que théoriquement, effectivement, on doit tout dire au patient, on doit l'informer, en fait, de tout ce qui se passe de façon à ce qu'il soit autonome, comme on a dit au début, et maître de ses décisions. Mais là aussi, malheureusement, dans nos régions, je crois qu'il y a aussi un point important, aussi bien de la famille que de l'environnement, des cultures, ce qui ne nous permet pas toujours d'arriver à dire la vérité. Ceci dit, par expérience avec Sanat, ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, je pense qu'il faut toujours insister et il faut toujours expliquer aux gens qu'on va dire les choses avec nos propres mots et qu'on va en fait voir si la personne, elle est prête à entendre certaines choses. On n'est pas là pour dire aux gens les choses comme ça. Donc, c'est le truth telling. C'est vraiment, en fait, évaluer les choses, évaluer la situation, évaluer la capacité de la personne. Et à partir de là, on peut aller plus loin dans cette démarche. Par exemple, quelqu'un qui n'a plus que 6 mois à vivre, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui dit rien ou on lui dit parce qu'il a plein de choses à faire. Même les décisions de médicaments ou de traitements peuvent en dépendre, ainsi que bien d'autres choses. Alors, en ethical principe et thématique, donc on a beaucoup de choses. Donc, vous voyez, la page, elle est pleine. Donc, il y a les directives avancées. Il y a aussi la personne légale, donc qui peut prendre en fait, quand la personne n'est plus capable de prendre une décision, elle peut faire ça à sa place. Il y a le double effet, en fait, le principe du double effet qui est très important dans les soins palliatifs. Il y a la sédation, il y a les symptômes réfractaires, l'euthanasie et l'assistance au suicide.
le code status, est-ce qu'on réanime, on réanime pas, la nutrition et l'hydratation, dans certains cas, est-ce qu'on continue, on arrête, qu'est-ce qu'on fait, la prolongation de vie, pareil, est-ce que ce qu'on va faire, on va prolonger la vie, mais dans quelles conditions, quels vont être les dommages qu'on va avoir ou bien la bienfaisance en fait. Est-ce qu'on arrête certaines choses? Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Et le terme de futilité qui est très important, c'est en fait faire quelque chose qui de toute façon ne changera rien au pronostic ou au traitement, enfin de l'évolution de la maladie. Comme vous pouvez voir, il y a plein de choses à discuter. Je pense que pour faire ça, il y a, bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a la confiance qu'on peut acquérir avec le temps, avec la famille, mais il y a aussi, en fait, les réunions qui se font. Ça demande énormément de temps et de travail et de présence pour qu'on puisse discuter de toutes ces choses-là. Les directives avancées, bien sûr, donc ça, c'est quand la personne elle est encore capable de tout dire, en fait, en Europe, et ça va être rédigé et tout ça. Ici, des fois, on voit le malade et on ne sait pas trop s'il n'est pas bien et qu'on est déjà au stade où il n'est pas capable de nous dire des choses. On demande toujours à la famille qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Est-ce qu'il aurait aimé faire telle ou telle chose dans telle ou telle circonstance? Donc, on essaye d'avancer un petit peu et de respecter le plus possible les directives anticipées. Bien sûr, quand la personne n'est pas capable de donner son avis, si elle est plus capable mentalement ou physiquement, là, on fait appel à la personne désignée par le patient. Alors, le principe du double effect, c'est quelque chose qui est vraiment aussi très important et très délicat parce que c'est en fait c'est un effet négatif qui peut être permis s'il n'a pas l'intention, pardon, donc parce que je suis en train de lire, en fait, c'est important pour pas se tromper. C'est un effet négatif qui peut être permis s'il n'est pas intentionnel et s'il survient comme un effet secondaire à une action bénéfique. Donc là, on a plusieurs choses. On sait que c'est un effet qui peut être négatif, mais l'intention, elle est positive, en fait. Dans ce qu'on fait, l'intention doit être positive ou au moins neutre. Elle ne peut pas être négative. On n'est pas là pour faire quelque chose qui peut donner des choses en fait négatives à la personne. Donc l'intention, elle est là, elle est bonne, ou au moins, comme on a dit, neutre. Et en fait, le but, c'est d'empêcher la souffrance. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui a donc une BPCO, qui a une sévère anxiété, qui est très, très anxieux, et cette anxiété le rend dans un état pas possible. Et on sait que si on lui donne des benzodiazépines, on va peut-être diminuer un peu l'oxygène, mais en même temps, on ne peut pas le laisser son traitement. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On peut donner des petites doses d'anxiolytiques et on peut titrer un peu les choses, aller doucement bien sûr, mais l'objectif, effectivement, c'est que la personne soit soulagée. Donc, c'est l'intention qui compte. La sédation, bien sûr, la sédation, elle est en général, elle se fait avec des substances non opioïdes pour endormir un malade chez qui on a des symptômes réfractaires qu'on n'arrive pas à soulager. Et dans ce cas-là, elle peut être soit transitoire, soit définitive, surtout dans le cadre donc de la fin de vie. Les symptômes réfractaires, c'est des symptômes qu'on n'a pas pu contrôler, malgré qu'on a essayé toutes sortes de thérapeutiques qui est à notre disposition pour faire ce genre de choses et on n'y arrive pas. Là, on peut donc aller vers la sédation. Autre chose qu'on peut discuter avec les familles, pour les personnes, est-ce qu'on intube, on n'intube pas, on ne ressuscite pas. C'est des choses qui sont aussi des décisions très difficiles pour la personne. Bien sûr, si la personne, elle est capable de discernement et elle peut nous donner son avis,
Ça, c'est l'idéal, en fait, qu'elle nous dise ce qu'elle veut et surtout avant que les choses ne soient déjà dépassées. Sinon, bon, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec la vie des familles. Mais là encore, il faut donner toutes les informations en sorte que la personne puisse prendre cette décision en connaissance de cause. Et vraiment, c'est quelque chose qui est important. Et des fois, il faut faire appel à des équipes de soins palliatifs qui peuvent aider dans la prise de la décision. Chers collègues, il faudra conclure, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, très vite, moi, j'avais fini presque. En fait, juste un petit mot sur la nutrition et l'hydratation. Donc, en fait, là aussi, c'est des arguments pour dire que la personne va peut-être mourir de soif ou mourir de faim, ce qui n'est pas vrai parce qu'elle meurt malheureusement de la maladie. Et il faut se demander des fois quand est-ce qu'il faut arrêter de mettre de faire des procédures et mettre des choses. L'euthanasie, on n'en parle pas. Le côté culturel et spirituel, c'est des considérations importantes parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, aussi bien pour le patient que pour le médecin. Et merci. Merci beaucoup, Dr Salam Jaloul. Merci. C'est un sujet très, très difficile, très délicat. Oui, voilà. Très large et très difficile. On aura l'occasion. Vous avez bien navigué quand même dans des eaux troubles. Pardon? Vous avez bien navigué dans des eaux troubles. Oui, tout à fait. C'est difficile. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler parce que c'est un sujet Oui. très important et ça nous intéresse aussi à Starté. Alors, la présentation maintenant, c'est cancer et spiritualité, donnée par le père révérend Charbel Chella, professeur associé en éthique et en bioéthique, directeur du centre d'éthique à la faculté de théologie de Kaslik, Université Saint-Esprit de Kaslik, USEK. Il est membre du Comité national consultatif libanais de TIC et bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, membre fondateur du groupe de réflexion sur l'éthique en Méditerranée. À vous, révérend. Unmute, Père Charbel. Oui, merci beaucoup. Je voudrais quand même insister dans mon topo là sur l'accompagnement, la sollicitude et le prendre soin. Donc, ils sont importants dans la démarche spirituelle parce que la démarche spirituelle, elle pourrait être religieuse pour certains, mais elle pourrait être aussi non religieuse pour d'autres. Hein. C'est pas, spiritualité ne veut pas dire religieuse nécessairement. Donc, ce qui est important dans la nature humaine, d'abord, c'est que cette nature, l'être humain est un être limité par nature. Pourquoi je dis ça? Parce que cet être, il a des besoins, il est incapable de se suffire à lui-même. Donc, il a besoin de l'autre. La spiritualité aussi ouvre la possibilité à la rencontre avec l'autre. Donc, il est contraint par les événements de la vie, ici on parle de cancer, de compter sur d'autres forces. Et ces forces-là sont d'abord pourraient être personnelles, mais aussi d'autres forces familiales ou d'autres. Et là, je parle d'une situation qui est de Théa de Chardin, qui disait on n'est pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Donc, on vit malheureusement ou heureusement dans une société de la performance. Donc, il faut toujours comprendre que la dépendance serait un facteur d'indignité. Et si on comprend bien les personnes dans leurs besoins spirituels, il faut qu'on les aide à comprendre qu'ils peuvent être dépendants sans perdre leur dignité et sans perdre leur performance. C'est pour cela on a peur de perdre la dignité du fait d'être dépendant. Donc aussi la fragilité, la vulnérabilité, c'est comme si on provoque les personnes, et d'où l'importance de l'accompagnement qui pourrait aider les personnes à ne pas perdre, même dans la fragilité, leur conception
de la dignité. La sollicitude, là, quand même, c'est un terme qui est intéressant, sollicitude, qui signifie remuer totalement, tout mettre en mouvement. Et quand même, ça rejoint ici la spiritualité, c'est le souffle. Le souffle, je dirais, c'est comme le sang qui circule dans les veines. C'est ça la spiritualité. Et là, sollicitude, c'est il faut mettre la personne en mouvement, l'aider à vivre tout en étant malade. Donc, il y a un attendrissement, une sensibilité, une capacité à entendre, à se laisser toucher par l'autre et une disposition intérieure. Donc, ça, c'est intéressant. C'est la sollicitude, c'est-à-dire prendre soin de la personne. Elle exige, la sollicitude, éthiquement, une double vigilance personnelle, une disponibilité. On ne peut pas répondre aux besoins spirituels des gens s'il n'y a pas de disponibilité, un esprit d'ouverture pour se laisser toucher. On n'est pas là de loin. Parce que normalement, on a tendance à être sur la défensive, que ce soit le malade et que ce soit aussi l'accompagnateur. Ne pas confondre sa propre pathos, la souffrance, avec celle de l'autre et ne pas entrer dans la confusion des histoires. Parce que normalement, lorsqu'on est à côté de la personne, on vit avec lui l'accompagnement spirituel, on se croit la personne. Or, on n'est pas la personne, on est une autre personne qui est à côté. Cette sollicitude exige une connaissance de soi réelle et honnête. On ne peut pas accompagner spirituellement des gens sans se connaître, sans savoir c'est quoi la mort pour moi, c'est quoi la vie pour moi, c'est quoi la souffrance pour moi. On ne peut pas, sinon on est dans la confusion totale. Et il faut qu'il y ait beaucoup de discernement. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'accompagnement spirituel, c'est qu'on est là, on vit, Dieu nous aide, etc. Parce que parfois, on peut tomber dans beaucoup de problèmes. L'empathie et la vulnérabilité. Le principal trait éthique de la sollicitude est l'empathie. Ce n'est pas la sympathie. La capacité à entendre la souffrance de l'autre, à la laisser résonner en soi, tout en se gardant de la confusion, comme je disais. Se distingue de la pitié qui rabaisse. Parfois, j'ai pitié, mais je reste loin. La vulnérabilité de la personne atteinte de cancer pousse à l'appel, met en mouvement, dynamise. Mais, c'est ça, répondre à un appel à l'aide, c'est déjà faire preuve de responsabilité. Ce n'est pas que la personne ne prend pas ma place, même si je suis vulnérable. La sollicitude n'est pas toujours un acte effectif, alors qu'elle est un acte intérieur. N'est pas toujours réponse agissante, alors qu'elle est un appel entendu. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine responsabilité et il faut qu'il y ait interaction entre le malade et l'accompagnateur. Les besoins et les attentes. Les besoins et les attentes des personnes atteintes d'un cancer sont de nature hétérogène. Les besoins appartiennent à différents domaines. On a beaucoup de domaines dans les besoins. Je passe vite, bien évidemment, vous connaissez, psychologique, support émotionnel, accomplissement personnel, solidité émotionnelle, et puis relative à la santé, contrôle des symptômes, nutrition et sommeil. Parce que lorsqu'on fait un accompagnement spirituel, on ne fait pas abstraction de ce que vit la personne au niveau physique aussi. Parce que sinon, c'est très dangereux. C'est comme si on est en plane, nous, et on laisse la personne souffrir, mais nous, on plane avec nos idées spirituelles. Instrumental, soins personnels, financiers. Parfois, il ne peut pas faire une démarche spirituelle s'il a un problème financier, par exemple, comme c'est le cas, par exemple, au Liban aujourd'hui, où les malades de cancer ils trouvent beaucoup de difficultés à être suivis et médicalement. Relative à l'information aussi. Donc, c'est très important, l'information, parce que ça aide aussi à faire une démarche spirituelle. Le patient atteint d'un cancer, il a envie de tout laisser tomber parfois, a le sentiment parfois d'être coupé des autres, a le sentiment d'être incapable de parler de la maladie à ses proches. Tout de suite, mais non, Dieu t'aime, tu vas être, t'en fais pas, on est là, etc. Mais en fin de compte, il a un problème. En fin de compte, il risque de mourir. Pas tous, mais le regard des autres aussi. Quand même, comme disait professeur Reda, le regard des autres, c'est aider quel malade. Relation familiale perturbée parce qu'on ne s'attendait pas à ça et on n'est pas préparé à ça.
Et bien sûr, professeur Geloul, elle connaît plus que moi là, parce que personne n'est préparé pour ça. Maladresse dans le comportement, d'où l'accompagnement spirituel aide la personne, pas à sortir de ça, mais à essayer de comprendre ce qui se passe avec lui. La relation d'accompagnement est prise au piège de la nécessaire communication ou de l'impossible entente. C'est là, on a beaucoup de dilemmes aujourd'hui. Dans la communication, et c'est ce qu'on est bien entendu, bien compris, etc. Percevoir chez l'autre ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, n'est pas une entreprise dont on verra la fin. Donc, c'est un processus infini, parce que c'est très compliqué. L'être humain, il est très complexe. Ce ne pas savoir est l'essentiel. Donc, on est dans un monde, la personne atteinte de cancer, on est dans le non-savoir, pas seulement au niveau des connaissances, mais au niveau de cheminement, où on va aller, etc. Qu'est-ce que je vais devenir, etc. L'accompagnement est un processus avec quelqu'un qui se dérobe. Toujours, il se dérobe. D'où l'importance d'un cheminement avec l'autre, qui est un cheminement en devenir et pas vraiment qui se réalise pleinement. Donc, l'autre est toujours autre, inaccessible, toujours à venir. D'où l'importance dans l'accompagnement spirituel de comprendre que la personne en face de nous n'est pas un objet, on ne peut pas le comprendre, on essaye de le comprendre. L'essentiel de l'aider à se comprendre. L'accompagnement n'est pas un savoir, mais une expérience, une rencontre. N'est pas une connaissance de l'être, mais son respect. C'est ça le plus important, de respecter la personne. L'accompagnement, le malade atteint d'un cancer devient parfois souvent incompréhensible. Il est difficile à ce moment de conceptualiser les choses. Ce n'est pas facile comme ça de donner des concepts, etc. Il faut aller doucement avec la personne, avec la famille, etc. Et même parfois avec le corps médical et le corps infirmier, parce qu'ils font aussi leur expérience aussi, qui n'est pas uniquement médicale et paramédicale. Il y a une expérience aussi spirituelle chez le corps médical et infirmier. D'où l'importance de l'écoute qui n'est pas réservée à l'accompagnateur seulement qui accompagne de près, mais aussi à tout le corps médical et autres. L'accompagnement va à l'encontre du concept. Il faut aller doucement. On n'est pas parce qu'on dit des choses, c'est que c'est bon. Il fait éclater l'institution. On n'est pas cadré dans une institution. L'accompagnement invite à une certaine forme de respect vis-à-vis de la personne, de ses variabilités, de ses changements de comportement, de ses besoins qui évoluent. Il faut faire attention, de ses attentes. On dirait que c'est fini, malade de cancer, il n'a plus d'attente. Pas vrai. De sa dignité, de son estime de soi, de ce qu'elle pense la personne, de ce à quoi elle croit. Parce que parfois, elle commence par la croyance et elle finit par la non-croyance, ou le contraire. Donc, face au regard clinique qui conceptualise le corps du malade en maladie, il existe l'accompagnement. Et là, c'est quand même très dangereux. On conceptualise la personne et on oublie qu'il n'est pas la maladie. Même si on dit ça tout le temps, même dans des congrès médicaux, on dit que c'est une personne, mais malheureusement, sur le terrain, et moi j'ai l'expérience, il reste un objet, entre guillemets, même si on dit monsieur, madame, et on oublie que c'est une personne. Le regard clinique est une relation unilatérale. Malheureusement, ce n'est pas normalement ça, mais malheureusement, elle est comme ça. L'accompagnement est un mode d'alliance. Il y a une alliance. On n'est pas là, moi je suis sain et lui, et toi tu es malade. Il y a une alliance entre deux personnes qui essayent de rentrer en relation. L'accompagnement oblige le soignant à s'interroger sur les valeurs qu'il défend. Parce qu'on ne perd pas nos valeurs. Et si on les perd, on essaie de comprendre pourquoi on les perd. L'accompagnement écoute, comprend l'autre dans ses besoins, ses attentes. L'accompagnement inaugure la communication. Très important ça. Et là, l'accompagnateur doit aider tous les protagonistes qui sont aux côtés du malade, avec la famille, les amis, etc., à rentrer dans ce cheminement-là. C'est dire, ouvre un questionnement permanent, et c'est ce qui fait, d'ailleurs, entre guillemets, l'éthique. C'est dans le questionnement permanent on est.
L'accompagnement empêche l'enfermement dogmatique, impossibilité de la vérité. On n'est pas ici vrai ou faux, on est à la recherche permanente, même si parfois on est dans un cheminement religieux. La famille est dépositaire de la mémoire du malade. Parfois, le malade refuse la présence et préfère un ami et pas sa famille. Et il faut respecter ça. Il faut chercher autant que possible une alliance entre tous les protagonistes, c'est-à-dire famille, amis, des autres, c'est-à-dire les médecins, etc. Vous avez un cancer. Annoncez vous avez un cancer et sans réelle signification, tant la diversité des cancers est extrême. C'est facile de dire que tu as un cancer, mais cancer, ce n'est pas un cancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mythes autour. Il y a beaucoup, on a 80-85% des malades atteints de cancer, ils peuvent être guéris. Donc, ce n'est pas une question de voilà, la fatalité. Donc, il faut faire attention lorsqu'on annonce comme ça, vous avez un cancer. L'accompagnateur doit se montrer qu'il a confiance en l'avenir sans trop exagérer. Il ne minimise pas, ce n'est pas grave, c'est une erreur à éviter. Ni il faut, c'est pas grave, ni il faut dire c'est la catastrophe, c'est fini. Rassurez la personne que vous serez toujours là à côté de lui, même s'il n'a que quelques mois ou une année. Aucun mot n'est en lui-même toxique, mais il faut savoir comprendre ce que le patient attend, ou plutôt ce qu'il souhaite ne pas entendre. Et ça, c'est on comprend à ce moment-là son cheminement et ses besoins. Parfois, le patient se tait pour protéger ses proches, protéger soi-même parfois. Il faut respecter ce silence, tout en laissant entendre que vous êtes présent, prêt à écouter quand il décide. Ce silence peut devenir pesant parfois et douloureux, et d'où l'importance de savoir comment essayer de rentrer, de marcher avec. C'est alors le temps de reprendre un dialogue authentique. Sinon, s'installe une situation de non-dit. Et ça, ce qui est quand même parfois dangereux, les non-dits. Votre place est importante, next, mais vous ne pouvez pas prendre ni la place des parents ni des médecins. Accompagnateur ne prend pas la place des autres. Accompagner veut dire rester avec la personne tout au long du trajet, prendre part à la maladie, mais essayer de marcher avec, mais un peu en arrière, pour donner la liberté à la personne d'avancer et pas prendre sa place. Attention aux réactions super protecteurs, anxiogènes ou trop rassurants. Il faut à aucun prix laisser la maladie envahir tout l'espace de la vie, etc. Next. Là, c'est important. J'ai laissé ici exprès. Accompagner, c'est quoi en fin de compte? C'est partager le pain. C'est ça le sens d'accompagner. Ça vient de ad comme panem, c'est-à-dire vers avec le pain. Partager le pain en vue d'eux. C'est extraordinaire. C'est manger ensemble l'un avec l'autre, se nourrir ensemble, même s'il y a peu de pain. Parfois, il y a le silence. Ce qui est partagé est plus important de ce qui est mangé seul. Même si on partage peu de choses, plutôt que rester seul. Accompagner, c'est être l'un avec l'autre. Nous ne pouvons pas nous enfermer. En accompagnant, il faut qu'il y ait une confiance et un respect. S'apprivoiser mutuellement, petit prince. La réciprocité est le fond de la rencontre, sinon on est monologue. Donc, il faut comprendre, lorsqu'on est à côté d'un malade atteint de cancer, de comprendre qu'on est parfois impuissant. Et c'est ça l'humilité de la personne. Il me reste quelques minutes, non? OK. Le malade est notre égal. Mais là, je ne veux pas rentrer dans le détail. On n'est pas ici dans les égal et pas égal. Mais on est quand même, c'est une personne humaine. Mais il ne faut pas parler avec ces mots, mais ce n'est pas le moment de discuter ça, mais peut-être une autre fois. Mon père, avec tous les respects que je vous dois, il va falloir conclure. Oui, d'accord. Non, vous me respectez en me disant de conclure aussi. Donc, j'avance. Il faut dire les choses avec simplicité.
il ne faut pas dramatiser. Il faut comprendre que on a des droits et on a des privilèges aussi. Il faut aussi respecter, chérir le temps. Le temps est important. Et j'adore, il faut chérir le temps. Et savoir qu'on est impuissant et il faut comprendre qu'on peut semer et parfois ne pas voir ce qu'on a semé. Et ça, c'est quand même l'humilité du temps. Et peut-être d'autres personnes continueront. Et peut-être la personne elle-même malade ne sait pas, elle, qui est concernée, peut-être les personnes qui sont autour. J'avance encore jusqu'au le silence et je termine là, le silence, et comme ça je me tais après. Il faut accueillir le silence, se tenir en silence parfois. Mais il faut savoir qu'il y a des silences qui sont pleins, mais il y a des silences qui sont vides. Il y a des silences accueillants et des silences rejetants. C'est ce qui fait parfois, lorsqu'on est plein, nous, accompagnateurs, même les médecins sont des accompagnateurs. Lorsqu'on est plein, même si on n'est pas croyant, on peut être à côté de ces gens-là. Il y a des silences de gêne. Il y a des silences de non-dits par peur de parler. Il y a des silences qui dépassent les mots. Le démarrage de la parole de l'autre est une naissance permanente. Et je termine par là, le silence est porteur d'espérance. Il faut partager le silence parce qu'on est en devenir. Même si on va mourir, si on est croyant, on est dans la vie éternelle. Et même s'il se termine tout ici, la vie continue dans ma famille et dans les gens que j'aime. Le malade ne perçoit pas les mots, mais la présence. C'est pour ça que le silence est important parfois, que ce soit physique ou que ce soit aussi spirituel. Parfois, quand on récupère de force, on se souvient du sourire de l'accompagnateur, alors qu'il était souvent ou bien toujours silencieux. Je me tais. Merci. Quel délice, mon père. Quel délice pour l'âme et pour les ignorants, les ignares qui nous sont. Voilà, donc merci infiniment, mon père. Merci beaucoup à vous. On aura l'occasion de présenter ça ailleurs. Donc, on en parle de nouveau. C'est un sujet très important, très intéressant. Ça m'a ramené à Tripoli il y a 2 ans. Oui. Et c'était aussi fort. Voilà. Écoutez, je remercie nos 3 valeureux orateurs pour vraiment, c'est un trésor ce soir. Alors, la parole circule, il nous reste quelques minutes, on va discuter si vous voulez, on va poser des questions, on va discuter, on va faire des commentaires. Donc, la parole circule à la demande des uns et des autres. À vous. Michel. S'il n'y a pas une question, je voudrais faire un petit commentaire, si vous permettez, Dr. Anas. Premièrement, j'ai vu combien notre collègue Salam était en recueillement, en écoutant Père Charbel, parce que je crois que c'est eux les accompagnateurs, c'est les vrais accompagnateurs maintenant, ceux qui travaillent dans les soins palliatifs, qui accompagnent le plus souvent les malades et qui doivent avoir ce côté d'empathie, ce côté d'accompagnement, ce côté humanitaire qu'ils doivent démontrer. C'est-à-dire, on n'a pas toujours besoin d'appeler un spécialiste ou un homme spirituel pour venir à l'aide du patient. Il faut soi-même être équipé pour pouvoir jouer ce rôle quand il n'y a que nous devant le malade. La deuxième chose que je tire comme conclusion de ce qu'a dit Père Charbel, c'est qu'on a introduit, je te dis qu'on a introduit dans notre éducation undergraduate, prédoctorale, 2 thèmes
qui sont très importants. D'abord, la communication. On apprend à nos médecins aujourd'hui par une discipline bien limitée comment faire une bonne communication. Ça mène communication skills. Et dans cette communication, on leur apprend comment aborder, comment délivrer une mauvaise ou une bonne nouvelle aux patients, comment répondre à ces questions, comment montrer de l'empathie. Le mot empathie qu'elle a utilisé, Salam, est un mot clé aujourd'hui que le médecin doit avoir pour montrer au malade qu'il partage avec lui ses problèmes, sa souffrance, ses peines et c'est tout ça. Et c'est ça aussi le vrai accompagnement. Donc, l'accompagnement, l'empathie, la communication font partie intégrante aujourd'hui de l'enseignement que nous, comme toi et moi, Anas, de notre temps, on ne parlait pas de ces thèmes quand on a été formé à la médecine. C'est une approche aujourd'hui nouvelle. Et pour dire, revenir à ce que Salam a dit, et peut-être elle a passé un peu rapidement sur 3 thèmes, mais je vais la tranquilliser parce qu'ils sont aujourd'hui acceptables. Le premier, c'est le DNR qu'elle a dit, c'est-à-dire do not resuscitate. Dans le temps, il y avait de la peine à mettre ce terme parce que do not resuscitate, le patient n'acceptait pas, la famille n'acceptait pas, parce qu'il y a un do not, c'est-à-dire ne faites pas. Et les patients considéraient ça qu'il y a un manque à soutenir le patient, ou bien c'est une euthanasie cachée. Eh bien non, aujourd'hui le WHO et les recommandations, c'est de transformer le DNA en AND, Allow Normal Death, c'est-à-dire permettez à ce malade à qui on ne peut plus rien faire, permettez-lui de mourir en paix. Alors, c'est à la place de DNR, aujourd'hui, on met le mot AND, Allow Normal Death, et c'est accepté mieux par la famille et par le patient. Et deuxièmement, la sédation dans le cadre des soins palliatifs, elle est venue remplacer l'euthanasie. Il n'y a plus besoin de pratiquer l'euthanasie ou bien le suicide assisté. On peut donner une sédation progressive au patient, même s'il faut l'endormir pour quelque temps quand il y a des symptômes rebelles qu'on n'arrive pas à contrôler, pour qu'il passe doucement d'un monde à l'autre, c'est-à-dire de la vie à la mort. Et c'est un passage qui est mieux que de pratiquer l'euthanasie ou bien le suicide assisté, qui sont légalement encore refusés au Liban et qui ne sont pas permis au Liban de toute façon. Donc, il y a un suppléant à tout ça. Voilà, donc je salue Père Charbel et je salue Dr Ajalloul d'avoir soulevé ces quelques problèmes-là à discussion. Merci bien. Si je peux juste parler de quelque chose. En fait, moi, j'ai pris en général l'éthique. Je n'ai pas pris par rapport à notre région les thèmes des soins palliatifs qui posent des problèmes éthiques. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai parlé un petit peu de tout ce qui est euthanasie, tout ça, j'ai dit que je ne vais pas développer parce que ça n'existe que dans certains pays, effectivement. Donc, c'était pas du tout dans le sens, c'était dans le sens de dire quels sont les thèmes en général qui prêtent à des problèmes éthiques et qui demandent des discussions et des choses comme ça. C'était plus une généralité, en fait, et c'était dans ce sens-là. Et c'est vrai que pour Allo Natural Death, c'est vrai que c'est comme ça. Malheureusement, au Liban, pour le moment, tout ce qui est encore utilisé, c'est DNR, DNI. Donc, c'est pour ça, bon, on est tout à fait d'accord. Mais juste, je voudrais insister sur l'euthanasie. Bien sûr que ce n'était pas du tout dans un sens de défendre ça ou quoi que ce soit. Bien sûr, non. Les soins palliatifs, comme on sait, c'est ça qui a fait que ce sujet-là, il a été beaucoup mis de côté parce que justement, on soigne bien les gens, on les écoute, on stabilise et puis on traite les symptômes qui font que la personne va demander la mort, en fait. Voilà, c'est l'alternative, on va dire.
Mais bon, là, c'était plus pour dire quelles sont les choses qui font partie et ou qui font intervenir, comme c'était éthique et soins palliatifs. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou interventions? Moi, je voulais aussi parler du révérend Charbel. Merci beaucoup aussi. Et c'est vrai que vous aviez, je pense qu'on a utilisé tous des mots qui sont revenus. C'est la communication, c'est le temps qu'on donne aux patients, c'est le partage, c'est l'empathie, c'est toutes ces choses-là, en fait, je pense qu'ils sont communes pour nous tous. Et voilà. Merci. Est-ce que vous souhaitez intervenir, dire autre chose? La parole, c'est encore. Moi, je voudrais seulement parler de la sédation, si vous permettez. Bien sûr, ce qu'il a dit le professeur Daher est tout à fait, je l'accepte, mais n'empêche quand même, il y a ce qu'on appelle une sédation qui est un peu camouflée. En fait, c'est une sorte d'euthanasie, mais on met sédation. Il n'y a pas de problème de sédation. On cherche quand même à garder autant que possible la personne consciente, de l'endormir de temps en temps, même un petit temps pour le calmer, etc. Mais essayer de le garder en conscience autant que possible pour garder quand même ce lien avec sa famille, si c'est possible. Le problème aujourd'hui, et c'est posé en Europe aussi, et il y a beaucoup d'articles à ce sujet-là, en disant que c'est camouflé, c'est une sorte d'euthanasie, parce qu'on est en train de l'endormir et d'ajouter la dose pour mettre fin à sa vie intentionnellement. Et là, la sédation, elle est sous forme de sédation, en fin de compte, on est en train de le tuer, d'injecter, mais il est endormi. Donc, c'est ça, le bémol un petit peu. Je suis d'accord. C'est plus que bémol, c'est plus que bémol. C'est ce que j'essayais de dire, voilà. Qu'effectivement, c'est de l'éthique pure et dure. Et en fait, même la sédation, en fait, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des lois, il y a des circonstances, etc. Là, encore une fois, je pense que le sujet n'était pas de dire pour ou contre. Je pense, hein, professeur Michel, dites-moi si c'est vrai ou pas. C'était plus... moi, j'ai cru comprendre de parler de généralité dans ce sens-là. Et c'est vrai que la sédation, en fait, transitoire, ça nous arrive de la faire, entre guillemets, avec des produits, comme vous dites, légers, le temps de passer un cap ou des choses comme ça. La sédation terminale, ça, c'est encore autre chose et ça demande des lois et des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que dans notre région et dans notre culture, ce ne sont pas des choses acceptées. Mais même en France, je sais que des fois, ça pose problème parce que… Au Liban, oui. Et c'est vrai qu'il y a des choses difficiles parce que des fois, ils font une sédation en pensant que la personne va vivre 2-3 jours. Mais quand on dépasse la semaine ou 10 jours, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, vraiment, on est dans des choses très compliquées. Je ne parlais pas de la sédation terminale, pour être clair. Moi, je parlais de la sédation passagère pour subvenir à un moment très difficile et pour passer un cap. Voilà. À la fin, ça peut être, on peut tomber dans le double effet que Salam a parlé, parce que c'est un malade fragile qui a beaucoup de maladies associées. Peut-être qu'en faisant une sédation provisoire, on peut faire un arrêt cardio-respiratoire et que le malade en meurt. C'est-à-dire l'intention n'a pas été de tuer le malade, l'intention était de le traiter. C'est comme tout malade qui a des complications quand on lui donne le bon traitement. Donc, ici, il faut distinguer la sédation terminale pour tuer. Évidemment, aujourd'hui, c'est l'euthanasie. L'euthanasie ou bien le suicide assisté, c'est l'équivalent d'une sédation terminale, c'est-à-dire on endort et on passe le cap. Ce n'est pas de ça que je parle pour ne pas tomber dans l'interdit. Non. Et même, ce n'est pas quelque chose… Enfin, moi, personnellement, je suis contre tout ça, personnellement, mais ce n'était pas la question. Mais en même temps, tout ça, c'était l'idée, c'est de dire… c'est vraiment difficile, c'est des choses déjà très, très difficiles.
Et il faut beaucoup de temps, il faut discuter beaucoup, il faut communiquer beaucoup, il faut vraiment, à chaque fois qu'on fait quelque chose, se dire est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Et c'est un petit peu tout ça qu'on doit vraiment se poser la question, parce que ça peut être pour d'autres choses. Là, on a parlé de double effet, mais le double effet, on l'a toujours dans d'autres choses, autres que les soins palliatifs. Combien de fois on fait des choses en médecine et puis on sait on ne sait pas trop comment la personne va réagir. Donc, c'est vraiment, tout ça, c'est de l'éthique en fait, mais c'est très compliqué. Hein. Pour ça, moi, je suis restée dans les soins palliatifs. Très bien, très bien. Prochaine fois, on te donne 2 heures, Salam. Minimum. C'est un sujet fort important, très important. Moi, j'ai l'impression que nous avons vécu une communion solennelle ce soir, vraiment, avec la valeureuse parole donnée par nos orateurs, et notamment, permettez-moi, mon père, c'était une communion solennelle, vraiment. Et j'ai l'impression que nous allons rester connectés une fois on est déconnecté. Vous voyez, c'est vrai, ça m'arrive pas dans tous les webinars, mais là, je pense qu'on a touché un petit peu un sujet très sensible et on arrive petit à petit, on évolue. Alors, avant qu'on se quitte physiquement ou virtuellement, je vous signale que le 2 septembre, jeudi 2 septembre, on va avoir un webinar, c'est-à-dire autour de cancer des ovaires, mise au point de traitement, de diagnostic au traitement par l'équipe Hôtel Dieu à Beyrouth. Encore les Libanais sont là, sous l'égide de professeur David Atallah. Donc, je vous invite à nous joindre. Et puis, moi, je pense que le sujet de ce soir est très intéressant, très important. Et on va voir comment, donc, de quelle façon on va essayer de rouvrir d'autres réunions autour de ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci docteur Jaloul. Merci mon père. Je suis touché, vraiment. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour assister à ce séminaire. Yasser est là. Merci, merci, hein. Merci Voilà. à tous. Voilà. Merci. Yasser, tout le monde, David, docteur Mohamed Haidar qui est là aussi. Oui, je suis là. Je suis toujours là. J'ai tout entendu. Je sais voilà. Je sais ce que tu veux dire par là. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde, si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Voilà. Allez, Merci Anas. Merci à Anas. bientôt. À bientôt. Merci. Au Merci revoir. Michel. Merci à toi. Au revoir.